Aujourd'hui, je vais vous livrer un passage tout à fait important qu'on trouve dans la première décade de Tite-Live, à la fin de cette première décade de Tite-Live, et qui fera écho avec l'actualité historique. Car dans notre actualité historique, il y a un genre, une tendance qui est très populaire, c'est l'Uchronie. Et on a plusieurs youtubeurs, plusieurs historiens, plusieurs éditions qui se livrent à ce genre de l'Uchronie. Mais ce genre de l'Uchronie, qui en est l'inventeur finalement? Qui est le premier à avoir écrit une Uchronie? Eh bien, c'est Tite-Live. Tite-Live est le premier de tous les historiens, le premier auteur, l'inventeur du genre qu'est l'Uchronie. Cette invention, elle se résume à peu de choses. Tite-Live, à la fin de sa première décade, se pose la question suivante. Il dit qu'il l'avait longtemps, il y pensait depuis longtemps. Quelle est cette question? Quel aurait été le sort de l'État romain si Alexandre le Grand s'était attaqué à Rome? Cette question intéresse l'auditoire de Tite-Live, puisque Alexandre le Grand, c'est une référence absolue au temps d'Auguste et du début du Principat romain. C'est peut-être une référence absolue qui agace Tite-Live. C'est une uchronie tout à fait intéressante, puisque l'État romain et les suites qu'on connaît de l'État romain ont changé la face de notre monde. Alexandre aussi a changé la face du monde, plutôt vers l'Orient. Mais bon, l'héritage romain est beaucoup plus tenace que celui qu'a laissé Alexandre en Orient. Et Tite-Live, il en profite dans cette uchronie pour peut-être glorifier la probité, la valeur des institutions de la République contre les turpitudes des rois en la personne d'Alexandre, puisque Tite-Live était fermement républicain. D'ailleurs, Auguste l'appelait mon Pompéien préféré. Voici mon Pompéien préféré. Alors, sans vouloir lever le mystère, voyons ce que dit Tite-Live de cette uchronie. Voyons quelle aurait été la réaction des Romains face à une attaque d'Alexandre le Grand. Eh bien, c'est Tite-Live qui va nous le raconter. Que se serait-il passé si Alexandre le Grand avait attaqué Rome? Tite-Live, Histoire romaine, livre 9. On doit me rendre cette justice. Depuis le début de mon ouvrage, je me suis appliqué à respecter scrupuleusement l'ordre des faits, sans couper mon récit d'anecdotes, et sans chercher à introduire des digressions pour distraire mon lecteur, si j'ose dire, et pour me délasser l'esprit. Pourtant, la mention que j'ai faite d'un roi et d'un général si exceptionnel m'amène à exposer des idées auxquelles j'ai souvent réfléchi sans en parler à personne. J'aimerais traiter cette question. Quel aurait été le sort de l'État romain s'il avait été en guerre contre Alexandre? Le nombre et la bravoure des soldats, le talent des généraux et le hasard, dont le rôle, si important dans toutes les affaires humaines, est ici prépondérant, sont essentiels dans la conduite de la guerre. Ces différents facteurs, qu'on les prenne ensemble ou séparément, montrent que la puissance romaine aurait résisté devant Alexandre, comme devant d'autres rois ou d'autres peuples. Premier point. La comparaison des généraux. Je ne nie pas qu'Alexandre fut un stratège exceptionnel. Pourtant, sa renommée doit beaucoup au fait qu'il exerçait seul le commandement et qu'il mourut jeune, à l'apogée de sa gloire, sans avoir encore éprouvé le sort contraire. Pour ne pas parler d'autres rois et généraux célèbres, exemple des vicissitudes humaines, Cyrus, si souvent célébré par les Grecs, ne doit-il pas à sa longévité, comme récemment le grand Pompée, son revers de fortune? Faut-il citer non pas les généraux romains de tous les temps, mais seulement les consuls et les dictateurs contre lesquels Alexandre aurait dû se battre? Marcus Valerius Corvus, Gaius Marcius Rutulus, Gaius Sulpicius, Titus Manlius Torquatus, Quintius Publilius Philon, Lucius Papirius Cursor,
Quintius Fabius Maximus, les deux Decius, Lucius Volumnius, Manius Curius. Après eux, si on suppose qu'Alexandre a fait la guerre à Carthage avant de se tourner contre Rome, et n'est venu en Italie qu'à un âge avancé, sont venus des hommes remarquables. Tous présentent les mêmes qualités de courage et d'intelligence qu'Alexandre, mais ils avaient en plus une tradition militaire transmise de main en main depuis les origines de la ville et devenue un art, obéissant à des règles précises et immuables. C'est dans ces conditions que les rois, puis ceux qui les avaient chassés, avaient fait la guerre, les Junius et les Valerius, et à leur suite les Fabius, les Quintius, les Cornelius et aussi Furius Camillus, qu'auraient connu à la fin de sa vie les jeunes gens qui se seraient battus contre Alexandre. Si l'on considère les qualités militaires qu'il manifestait au combat, et ce n'était pas là le moindre de ses mérites, Alexandre, s'il les avait rencontrés sur le champ de bataille, aurait-il vraiment battu Manius Torquatus et Valerius Corvus, qui ont fait leurs preuves comme soldats avant de commander, ou encore les Decius, qui se sont jetés sur l'ennemi en sacrifiant leur vie, ou Papirius Cursor, d'une vigueur physique et d'une fermeté morale si remarquable. Ce jeune homme aurait-il par son intelligence vaincu le Sénat, dont le seul qui se soit fait de cette assemblée inédite juste disait qu'il était formé de rois. On risquait sans doute qu'Alexandre se montre plus habile que l'un de ceux que j'ai cités, pour choisir l'emplacement du camp, pourvoir au ravitaillement, se méfier des embuscades, décider le moment de livrer bataille, mettre l'armée en ligne, consolider le front par des troupes de réserve. Il aurait reconnu que son adversaire n'était plus ce Darius, qu'il trouva traînant derrière lui une suite de femmes et d'eunuques, écrasés sous le faste de sa condition au milieu de l'or et de la pourpre, qui se présentait moins à lui comme un ennemi que comme une source de profit, et qu'il battit sans verser le sang de ses hommes, n'ayant d'autre mérite que d'avoir osé mépriser cette grandeur illusoire. Comme l'Italie lui aurait paru différente de l'Inde, qu'il traversa au milieu d'un joyeux cortège, avec son armée ivre. S'il avait vu les gorges de la Pulie et les montagnes de Lucanie, ou encore les traces toutes récentes du désastre qui frappa sa famille, à l'endroit où son oncle, le roi d'Épire Alexandre, trouva la mort. Et nous parlons d'Alexandre à un moment où il n'était pas encore gâté par le succès, qu'il supporta moins bien que personne au monde. À en juger par le comportement que sa nouvelle condition et, si on peut dire, son nouveau rôle, créé par la victoire, lui avait donné, il aurait davantage ressemblé à Darius qu'à Alexandre en arrivant en Italie. L'armée qu'il aurait amenée avec lui aurait oublié la Macédoine et, abattardi, aurait emprunté les mœurs des Perses. J'ai honte de rappeler à propos d'un si grand roi ses déguisements fastueux, les prosternations qu'il exigeait, insupportables pour des Macédoniens s'ils avaient été vaincus, à plus forte raison s'ils étaient vainqueurs, des supplices abominables, le meurtre de ses amis au milieu des beuveries et des festins, la vanité qu'il tirait d'une filiation inventée de toutes pièces. Que serait-il arrivé si son goût pour le vin, si ses brusques accès et ses explosions de colère s'étaient aggravés de jour en jour? Ce que j'avance ici est admis par tous les historiens. Ses défauts n'auraient-ils fait aucun tort aux qualités du stratège? On courait le risque, n'est-ce pas, quand même à le souligner les plus inconséquents des Grecs, prêts à vanter la gloire des Parthes pour rabaisser celle de Rome, de voir le peuple romain obligé de s'incliner devant la majesté du nom d'Alexandre dont, à mon avis, il n'avait jamais entendu parler. À Athènes, dans la cité anéantie par l'armée macédonienne, devant les ruines encore fumantes de Thèbes, des hommes ont osé prononcer contre Alexandre des discours courageux, comme nous pouvons en juger parce qu'il nous en reste. Et il n'y aurait eu personne parmi tant de Romains éminents pour oser élever librement la voix contre lui? Quelque idée qu'on se fasse de la grandeur d'Alexandre, c'est la grandeur d'un seul homme, accumulée en un peu plus de 10 ans de succès. Ceux qui glorifient Alexandre parce que le peuple romain, même s'il n'a jamais perdu de guerre, a essuyé plusieurs revers, tandis qu'Alexandre n'a jamais livré de bataille sans remporter la victoire, ne se rendent pas compte qu'il compare les exploits d'un homme et d'un jeune homme aux guerres soutenues par le peuple romain au cours de 800 ans. Faut-il nous étonner si, mettant en parallèle les siècles et les années, nous constatons que la fortune a plus souvent tourné pendant une si longue période que pendant 13 ans. Pourquoi comparer un individu à plusieurs, un général à plusieurs généraux, un destin à un autre? Combien de généraux romains pourrais-je citer qui n'ont jamais été battus? Dans les annales et les listes de magistrats, combien de colonnes peut-on parcourir sans jamais trouver personne qui ait déçu le peuple romain en manquant de fougue ou de chance, ne serait-ce qu'un seul jour? Est-ce qui les rend plus admirables qu'Alexandre ou n'importe quel roi?
c'est que certains dictateurs n'ont exercé leur charge que pendant 10 ou 20 jours, et que les consuls ne sont nommés que pour 1 an. Les tribuns de la plèbe s'opposaient à la levée des troupes. Les consuls partaient trop tard ou étaient rappelés prématurément pour présider les élections. L'année se terminait alors qu'ils étaient en plein effort. La précipitation de tels collègues, la médiocrité de tel autre les ont gênés ou ont causé leur perte. Ils avaient hérité d'une situation catastrophique. L'armée qu'ils avaient reçue manquait d'expérience ou de discipline. Les rois, au contraire, libres de toute contrainte et maîtres absolus des événements et des circonstances, imposent leur politique au lieu de dépendre des autres. Alexandre invaincu aurait fait la guerre contre des généraux invaincus. Et il aurait mis en jeu les mêmes gages de succès. Ou plutôt, il aurait pris beaucoup plus de risques, car les Macédoniens n'avaient qu'un Alexandre, soumis à nombre d'accidents fâcheux et parfois même s'y exposant lui-même. Il y aurait eu beaucoup de Romains aussi glorieux et aussi prestigieux qu'Alexandre, dont chacun pouvait accomplir sa destinée, vivre ou mourir, sans mettre l'État en péril. Reste à comparer pour le nombre et la valeur des soldats, et pour l'importance des auxiliaires, les effectifs des uns et des autres. Au recensement de l'époque, on dénombrait 250 000 citoyens. Étant donné que la plupart des alliés latins avaient fait défection, les 10 légions qu'on enrôlait étaient presque exclusivement constituées de Romains. Il arriva souvent, pendant cette période, que 4 ou 5 armées soient engagées en même temps pour se battre en Étrurie, en Ombrie et contre les Gaulois, dans le Samnium et en Lucanie. Dans l'ensemble du Latium, en comprenant les Sabins, les Volsques et les Équès, dans toute la Campanie, dans une partie de l'Ombrie et de l'Étrurie, dans le Picenum, sur le territoire des Mars, des Péligniens et des Vestins, dans l'Apulie, sur la côte adriatique de Taurioa à Naples et à Cume, puis d'Antium et Ostie jusqu'au Samnium, Alexandre aurait trouvé de solides alliés des Romains ou leurs ennemis, affaiblis par la guerre. Il n'aurait pas traversé la mer avec plus de 30 000 vétérans de l'infanterie macédonienne et plus de 4 000 cavaliers, surtout des Thessaliens. Tels étaient ses effectifs. Le renfort de soldats perses, indiens ou autres, ne l'aurait guère aidé et l'aurait plutôt gêné. Ajoutez que ces Romains avaient la possibilité de compléter sur place leurs effectifs, alors qu'Alexandre, comme plus tard Hannibal, combattait sur une terre étrangère et aurait vu son armée diminuer de jour en jour. Les Macédoniens étaient armés de boucliers de bronze et de sarris. Les Romains avaient un bouclier long, qui protège mieux le corps, et un javelot. C'est un projectile beaucoup plus puissant que la lance par sa force de frappe et sa portée. Dans les deux armées, les soldats combattaient en ligne, chacun à son poste. La phalange, compacte, manquait de mobilité. Au contraire, l'armée romaine était moins dense et comprenait différents corps de troupes, si bien qu'il était facile de la fractionner en cas de besoin. Facile aussi d'opérer des regroupements. En ce qui concerne les travaux militaires, quels soldats valaient les Romains? Qui supportait mieux la fatigue qu'eux? À la première défaite, Alexandre aurait perdu la guerre. Quelle armée aurait prisé l'énergie des Romains, qui résista à Caudium et à Cannes? Oui, même s'il avait d'abord remporté des succès, Alexandre aurait plus d'une fois regretté les Perses, les Indiens, l'Asie peu belliqueuse, et aurait déclaré qu'il n'avait encore fait la guerre qu'à des femmes. C'est le mot que les Épirotes prêtent à leur roi Alexandre quand il fut mortellement blessé, comparant aux guerres que le jeune Macédonien faisait en Asie, les conditions que lui-même connut en Italie. De fait, quand je considère que pendant la première guerre punique on se battit sur mer pendant 24 ans, je me dis que la vie d'Alexandre aurait été à peine assez longue pour une seule guerre. J'ajoute que les Carthaginois et les Romains étaient liés par de vieux traités, et que le même danger aurait mobilisé contre l'ennemi commun les deux villes les plus puissantes par leur armement et leurs troupes. Si bien qu'Alexandre aurait pu être écrasé dans une guerre contre Rome et Carthage. Même si ce n'était pas Alexandre qui commandait, même si la puissance macédonienne était alors affaiblie. Les Romains ont rencontré tout de même des Macédoniens dans la guerre contre Antiochos, contre Philippe et Persée. Non seulement ils n'ont pas connu une seule défaite, mais ils n'ont même couru aucun danger. Soit dit sans présomption, si on fait le silence sur les guerres civiles, jamais nous n'avons été mis en difficulté face à la cavalerie ennemie, jamais face à son infanterie, jamais en terrain découvert. Quand les conditions étaient égales, à plus forte raison, jamais quand elles nous étaient favorables. Les soldats, sous le poids des armes, peuvent redouter les cavaliers, les flèches, les gorges encaissées, les lieux inaccessibles au convoi. Mais ils ont délogé, et délogeront 1000 armées plus redoutables que les Macédoniens et les hommes d'Alexandre.
vive à tout jamais l'amour de la paix que nous avons aujourd'hui, et le souci de la concorde entre les citoyens.